On entend beaucoup cette idée, hein, c'est presque hypnotique. La Chine, c'est l'avenir. Le colosse qui va tout changer. Éclipser les États-Unis. On voit ces images de gratte-ciel, d'IA, de méga infrastructures. C'est fascinant. Mais bon, est-ce que c'est toute la réalité? Aujourd'hui, on va creuser un peu en s'appuyant sur une analyse vidéo de Libre et Riche. L'idée, c'est de regarder derrière la façade. Voir les forces, bien sûr, mais aussi les failles. La question centrale, en gros, la Chine va-t-elle vraiment dominer le monde? Ou est-ce qu'il y a un peu de mirage là-dedans? Alors, commençons par ce qui impressionne tout le monde. Cette croissance économique miraculeuse des 40 dernières années. Aujourd'hui, c'est le deuxième PIB mondial. Quelque chose comme 21 trillions de dollars, face aux 26 des US en 2024. Et puis, ce chiffre sur les brevets. La Chine aurait déposé plus de brevets technologiques que les USA et l'Europe combinés en 2023. C'est quand même énorme. On parle aussi de Huawei, DJI, des infrastructures ultra modernes. Oui, oui, ces chiffres sont réels, la puissance économique, elle est là, c'est indéniable, mais il faut tout de suite nuancer. Si on regarde le PIB par habitant, même en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire en ajustant au coût de la vie locale, on est autour de 22 000 dollars en Chine contre 75 000 aux États-Unis. C'est un écart considérable. La richesse moyenne n'est pas du tout la même. Ah oui, effectivement. Et pour les brevets, c'est vrai, ils sont nombreux. Mais ça ne veut pas dire maîtrise totale de toutes les technologies clés, loin de là en fait. C'est-à-dire, où est-ce que ça coince alors? La dépendance, elle est où? Elle est cruciale dans un domaine, les semi-conducteurs les plus avancés. C'est vraiment le nerf de la guerre technologique aujourd'hui. Et là, la Chine dépend massivement de l'extérieur. De Taïwan d'abord, avec l'entreprise TSMC qui fait la gravure la plus fine, et puis des Pays-Bas avec ASML qui fabrique les machines de lithographie EUV, des machines uniques au monde, indispensables pour ces puces de pointe. C'est un vrai talon d'Achille, ça. Ce qui rend toute l'histoire avec Taïwan encore plus explosive et paradoxale. Exactement, c'est tout le paradoxe. Si la Chine envahissait Taïwan pour mettre la main sur TSMC, elle risquerait tout simplement de détruire l'outil qu'elle convoite. Parce que TSMC, c'est pas juste des usines, c'est un écosystème hyper complexe. L'analyse le dit bien, même si la Chine contrôle physiquement TSMC, cela ne lui garantit même pas la maîtrise technologique, car les machines ultra précises et la collaboration internationale sont indispensables. C'est très fragile tout ça. D'accord. Donc une puissance technologique, mais avec des dépendances critiques. L'autre grosse fragilité que l'analyse soulève, c'est l'immobilier. On parle carrément de bombe à retardement. Oui, c'est le terme employé et il n'est pas trop fort. Il faut imaginer un peu l'échelle. On parle d'un marché immobilier qui pèserait 62 trillions de dollars. C'est gigantesque. Et surtout, c'est là que se trouve environ 70% du patrimoine des ménages chinois. Ah oui, quand même. Donc, ce qui a été le moteur incroyable de la croissance pendant des années est devenu une source de risque majeure. Evergrande, avec ses 300 milliards de dollars de dette, c'est juste la partie immergée de l'iceberg. Derrière, on a des prix qui chutent dans beaucoup d'endroits, parfois 20-30%, un stock de logements invendus qui serait colossal, estimé à 11 trillions de dollars. On parle de ville fantôme, c'est ça? Oui, entre autres, et surtout une confiance qui s'érode, notamment chez les jeunes. L'analyse cite un chiffre, seuls 20% envisageraient d'acheter. Ça en dit long. Mais comment on a pu en arriver à une telle bulle? C'était quoi le mécanisme? En gros, c'était un système qui tournait un peu en boucle. Les gouvernements locaux, pour se financer, vendaient massivement des terrains aux promoteurs immobiliers. Ces promoteurs s'endettaient comme jamais pour construire, faisant grimper les prix artificiellement. Tout le monde pensait que ça monterait indéfiniment. L'analyse le résume bien juste. Le cœur du problème, c'est que tout le système économique local chinois était structuré autour de la bulle immobilière. Mhm. Et pour couronner le tout, il y a la démographie qui vient jouer les troubles faits. La population chinoise a baissé en 2023, c'est historique, et surtout, elle vieillit très vite. Moins de jeunes, plus de personnes âgées, ça veut dire moins de demandes futures de logements neufs. Ça complique encore la sortie de crise. D'accord. Donc, une économie sous pression avec cet immobilier, mais l'analyse pointe un autre facteur très important, le contrôle étatique. Le Parti communiste. Jusqu'où ça va, ce contrôle?
Ah bah ça va très loin, c'est omniprésent. Le parti contrôle les médias, évidemment, mais aussi de plus en plus les entreprises, même privées. Il y a cette règle qui dit qu'il faut un secrétaire du parti dans toute entreprise de plus de 50 employés. Et puis, il y a la surveillance de masse. On parle de 600 à 700 millions de caméras de surveillance. Le fameux crédit social, même si son application est peut-être plus inégale qu'on ne le dit parfois. Et bien sûr, la répression contre les minorités comme les Ouïghours, où on parle de plus d'1 million de personnes internées, mais aussi contre les voix critiques, Jack Ma qui a été réduit au silence, des artistes, des journalistes, des universitaires. L'analyse donne l'exemple d'un documentariste, Shen Pinlin, arrêté pour avoir filmé les manifestations contre les mesures anti-Covid, ou la surveillance des étudiants chinois à l'étranger. Tout à fait. Et ce contrôle, il a un impact direct sur Maibwe. Sur la confiance qu'on peut avoir dans les informations qui sortent de Chine, y compris les chiffres économiques. Ah oui. C'est-à-dire que même les chiffres officiels sont sujets à caution. C'est ce que suggère fortement l'analyse, oui. Il donne l'exemple du taux de chômage des jeunes. Quand il a dépassé les 20%, un chiffre très sensible, les autorités ont tout simplement arrêté de le publier pendant plusieurs mois. D'autres données, sur les ventes de terrain par les gouvernements locaux ou les investissements étrangers, deviennent plus difficiles d'accès. Il y a une opacité croissante. L'analyse rappelle cette anecdote assez connue. Les chiffres chinois sont tellement manipulés que même l'ancien Premier ministre Li Keqiang n'y croyait pas lui-même. C'est incroyable ça. Oui, il avait développé son propre indice officieux, basé sur des données plus difficiles à truquer. La consommation d'électricité, le volume de frais de ferroviaire et le montant des prêts bancaires. Et cet indice montrait un ralentissement bien plus marqué que les chiffres officiels du PIB. Cette opacité, c'est un vrai problème. Si on compare rapidement avec les États-Unis par exemple, eux aussi ont des défis, notamment une dette énorme. Oui, la dette américaine est abyssale, c'est vrai, on parle de 36 trillions de dollars, mais le système américain, malgré ses défauts, est considéré comme plus flexible. Le système financier est plus profond, plus résilient peut-être. La démographie est moins problématique à court terme. Et surtout, le dollar reste la monnaie de référence mondiale. Ça donne une marge de manœuvre énorme. La guerre commerciale lancée par Trump, par exemple, elle impacte les deux pays, bien sûr. Mais l'économie chinoise, très dépendante des exportations, semble plus fragilisée structurellement par ces tensions. On estime que ça lui coûte environ 1% de croissance par an. Et pour un investisseur étranger, toute cette situation, l'incertitude économique liée à l'immobilier, plus le contrôle politique, l'opacité des chiffres, ça doit faire réfléchir, non Ève? Clairement. C'est un frein majeur. Pourquoi investir massivement dans un pays où les données ne sont pas fiables, où les règles peuvent changer brutalement sur décisions politiques, où le risque de voir ses actifs saisis ou bloqués n'est pas nul? C'est une question de confiance. Et cette confiance, elle semble s'éroder. C'est un contraste fort avec les marchés occidentaux, qui ont leurs problèmes, bien sûr, mais offrent généralement plus de transparence et de sécurité juridique. Bon, alors si on essaie de synthétiser un peu tout ça, on a d'un côté une Chine qui est indéniablement un géant. Puissance économique, technologique et avec des réussites impressionnantes. Et de l'autre, un géant qui semble aussi étonnamment vulnérable. Une crise immobilière potentiellement dévastatrice, une démographie en berne, une dépendance technologique clé et un contrôle étatique de plus en plus pesant qui crée de l'opacité et mine la confiance. L'image du rouleau compresseur inarrêtable elle semble quand même bien écornée, non? Tout à fait. C'est le grand paradoxe chinois. L'analyse de Libre et Riche suggère que ces défis internes, l'immobilier, la démographie, le poids du contrôle politique, pourraient finalement être bien plus déterminants pour l'avenir de la Chine que ces rivalités externes, comme celle avec les États-Unis. Le fameux siècle chinois, c'est peut-être pas une histoire écrite d'avance. C'est beaucoup plus complexe et incertain. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière question, une réflexion pour chacun. Finalement, à quel prix cette croissance, ce développement, ce contrôle sont-ils obtenus? Est-ce qu'un modèle qui repose autant sur la limitation des libertés, sur l'opacité, sur la surveillance, est-ce que ce modèle peut vraiment être soutenable et même souhaitable sur le long terme? C'est une vaste question, évidemment.